Les Vases du Cey, tome 3, l'Italie pour le meilleur et pour le pire. Suite. Dimanche, 21 avril. François était arrivé à Skiathos bien avant l'heure du premier ferry pour Skopelos à 10h30. Il dut ronger son frein en attendant l'heure. À 11h, il était arrivé sur l'île. Le temps de trouver un taxi, il était à l'hôtel avant 11h30. Il avait réservé une chambre dès la veille pour Éléonore et pour lui, au moins pour 48 heures. Lorsqu'il arriva, il la vit à la réception. Son cœur se mit à battre plus fort. Leurs yeux se rencontrèrent. Elle s'approcha timidement. Il la laissa venir à lui. Il se rappelait ce que Sarah lui avait dit. Quand elle fut tout près, il lui ouvrit les bras. Elle s'y jeta convulsivement. Il frissonna à son contact. Il la serra contre lui en lui caressant les cheveux. « Mon amour, comme tu m'as manqué, tous ces jours, toutes ces nuits sans toi. Oh François, pardonne-moi. Mais je n'ai rien à te pardonner. Tu n'es responsable de rien. Je me sens si sale. Viens, allons dans notre chambre. Nous serons mieux pour parler. » Il la suivit avec la valise jusqu'à la chambre et s'assit au bord du lit. « Viens dans mes bras. » Elle s'y blottit et commença à raconter en pleurant. « La première fois, il m'a droguée pour me violer. Je ne me souvenais de rien. Après, je refusais de boire. J'avais peur qu'il me drogue à nouveau. Au bout de plus de 24 heures sans boire, il a pris peur et il a promis de ne plus me droguer. Mais il a continué à abuser de moi. J'étais attachée. Je me figeais en attendant qu'il ait fini et petit à petit, je me déconnectais. Je ne ressentais plus mon corps. J'étais comme anesthésiée. Quand il me laissait enfin, je reprenais petit à petit conscience avec la réalité. Je n'avais qu'une idée en tête, m'échapper, te retrouver, François, et retrouver Lisa. Mon amour, comme tu as dû souffrir, dit-il en la serrant contre lui. À chaque escale, il m'attachait, me bâillonnait. Il y en a eu 3 en tout, je ne sais pas où ni quand. J'avais perdu la notion du temps. C'est la 3e que j'ai entendu parler grec. Je me forçais à manger pour garder des forces et m'évader dès que ce serait possible. Il me faisait sortir de temps en temps de la cabine où il m'enfermait, mais toujours quand on était en pleine mer, et toujours il était là. Mais j'observais les moindres détails en vue de me sauver. Les larmes coulaient. Elle ne pouvait les contrôler. Oh François, quand il me violait, mon esprit refusait de toutes ses forces. J'étais complètement figée, paralysée. Mais mon corps, lui, se laissait faire. Mon corps m'a trahi, François. Ça, je ne peux pas le supporter. C'est comme si je t'avais trompé. Mon corps n'appartenait qu'à toi, et je l'ai laissé le souiller. La seule chose qu'il n'a jamais pu faire, c'est m'embrasser. Elle parvenait difficilement à parler entre les sanglots. Mon amour, tu n'es pas responsable. Si, François. Mon seul objectif, c'était de m'évader, et pour ça, il fallait endormir sa méfiance. Alors je ne faisais rien pour me défendre, je me figeais, c'est tout. Et en voyant que je ne me défendais pas, il m'enfermait à clé, mais il ne m'attachait plus, sauf pour me violer. Il fallait que je trouve un moyen pour qu'il ne m'attache plus. Je voyais sur lui les stigmates du manque de sommeil. Un jour, il allait bien finir par s'endormir. Il fallait que j'aie les mains libres à ce moment-là. Alors, les 2 derniers jours, j'ai fait semblant de consentir. J'avais envie de vomir, je l'ai laissé faire pour qu'il ne m'attache pas. Et hier, quand je me suis aperçue que le bateau ne bougeait plus, que j'ai entendu des bruits qui venaient de la terre, j'ai su que je n'aurais pas de 2e chance. La côte ne semblait pas très loin. La veille, il avait déjà failli s'endormir. Il fallait qu'il s'endorme vraiment cette fois-ci. Malgré la nausée, je l'ai laissé faire. J'ai joué la comédie. Quand il a eu fini cette fois, il s'est endormi. Il n'avait même pas fermé la porte. C'est comme ça que j'ai pu m'échapper, François. En consentant, je t'ai trompé. Tu as le droit de me rejeter maintenant. Je ne mérite plus que tu m'aimes.
Éléonore se recroquevilla pour sangloter. François l'attira à lui et prit son visage entre ses mains. « Éléonore, regarde-moi. Tu n'avais pas le choix. Et ce que tu lui as donné, c'est une enveloppe vide. Je t'aime, mon amour, plus que tout. Et tu me mérites amplement. Je voulais te retrouver. Je n'en pouvais plus sans toi. Je t'aime tellement. Je ne veux pas te perdre. Oh, François, tu es toute ma vie. Tu ne me perdras pas. Je tiens trop à toi. Je veux te faire encore un enfant. » Il effleura ses lèvres, lui entr'ouvrit la bouche pour l'explorer. Elle répondit à son baiser en frissonnant. Malgré ce qu'elle avait enduré, la magie continuait à opérer entre eux. Il craignait tant qu'elle refuse qu'il la touche après ce qu'elle avait subi, mais il la sentait frémir sous ses caresses. « François, j'ai tellement rêvé de toi. J'avais peur de ne plus jamais te revoir. Tu es sûr de vouloir encore de moi? » »« Sûr et certain. »« Alors, fais-moi l'amour comme si c'était la première fois. » Il n'attendait que ça. Il la désirait tant. Il l'embrassa avec passion et l'allongea sur le lit. Éléonore avait les yeux fermés et respirait rapidement. Il eut l'impression qu'elle se raidissait. Il caressa un de ses seins à travers le t-shirt, en titilla le mamelon. Éléonore se mit à gémir et ouvrit les yeux. Les pupilles de ses yeux verts étaient dilatées. Ceux de François, d'un bleu profond, l'attiraient comme un aimant, et elle ne pouvait en détacher son regard. « Tu es sûr de vouloir le faire ?» souffla le jeune homme. « Oh, François, j'ai tellement envie de toi. Je n'ai pensé qu'à toi pendant tout ce temps séparé de toi. » François se débarrassa de son t-shirt et l'aida à enlever ses vêtements en dévoilant ses seins parfaits. Le sexe soudain durci, François recommença à la caresser. Il l'embrassa à nouveau avec douceur cette fois, désireux plus que jamais de la réconcilier avec son corps, provoquer son plaisir. Il caressa un des côtés de son corps en effleurant chaque courbe. Éléonore tremblait sous ses caresses. François se souleva pour la regarder. Son visage était ruisselant de larmes silencieuses. Il posa un baiser sur une de ses paupières et sentit une larme sous ses lèvres. Il goûta au liquide salé du bout de la langue. Éléonore lui sourit. Elle ne le lâchait pas des yeux. « Je t'aime, Éléonore Vasse. Je t'aimerai toujours. » Il enfouit son visage dans ses cheveux et embrassa son front, ses yeux, ses joues, le bout de son nez, ses lèvres et à nouveau le bout de ses seins, faisant courir des frissons dans tout le corps de la jeune femme. Ses mains effleuraient son visage, suivaient le contour de ses épaules et de ses bras, jusqu'à sa main dont il embrassa la paume, avant de remonter à l'intérieur de son bras. Quand la bouche de François effleura ses seins, puis prit le mamelon dans sa bouche, Éléonore tressaillit, et il ressentit cette chaleur familière au niveau du bas-ventre. Elle se pressa contre lui. Sa respiration s'était accélérée, et elle gémissait doucement. François se demandait s'il allait encore pouvoir attendre, et releva la tête pour la regarder. Éléonore avait toujours les yeux ouverts, et sa bouche était entr'ouverte. François l'embrassa à nouveau, glissant sa langue à l'intérieur de ses lèvres. Éléonore explora sa bouche à son tour. Il caressa ses seins, son ventre, et s'approcha de l'intérieur de ses cuisses. Lorsqu'il posa sa main sur son pubis, il sentit une chaude humidité qui augmenta son désir. La bouche du jeune homme commença à descendre de son cou au nombril, puis jusqu'au pubis de sa femme. Il releva de nouveau la tête pour la regarder, attentif à ses réactions. Le dos arqué, elle écarta les jambes et se tendit vers lui. Quand la langue de François toucha le sommet de l'étroite fente, elle se releva en poussant des petits cris plaintifs avant de retomber sur les draps avec un gémissement. Il restait concentré sur elle pour freiner son propre désir et posa les lèvres sur son clitoris. Éléonore commença à se tortiller en pleurant, le réclamant en elle. Il défit le reste de ses vêtements
et la pénétra le plus doucement possible. Quand Éléonore lui entoura la taille de ses jambes, qu'elle commença à gémir, à pousser des cris de plaisir, à ses va-et-vient, il sut qu'il pouvait laisser libre cours à son désir refoulé. Éléonore se cambrait pour l'accueillir. Il sentait son membre viril aspiré, caressé sur toute sa longueur. Il la posséda alors avec un total abandon. Il cria son prénom, et sentant qu'il approchait le point culminant, il poursuivit ses coups de boutoir. Éléonore se souleva vers lui, et leurs deux corps se tendirent. Elle hurla le nom de François au moment où il la pénétrait totalement. Ils atteignirent ensemble le paroxysme du plaisir. Haletant, ils s'étaient donnés totalement l'un à l'autre, et ils n'avaient aucune envie que cela s'arrête. François roula sur le côté, la contempla encore, laissant sa main effleurer le corps alangui de la jeune femme. « Mon amour, j'avais si peur que tu ne puisses supporter que je te touche après le traumatisme que tu as vécu pendant tous ces jours. Je ne pensais qu'à une chose, m'évader, te rejoindre, me réfugier dans tes bras, sentir ta peau contre la mienne. Je suis là maintenant, avec toi. Maintenant que je t'ai retrouvé, je ne veux plus te lâcher. » Elle se serra contre lui. Tout ce qui comptait pour elle maintenant, c'était la chaleur de François, près d'elle, et son léger parfum viril. Elle était incapable de détacher son regard de son visage, de sa bouche, de ses mains, de son torse, de tout son corps. C'était lui, c'était bien lui, il était là avec elle. Elle finit par s'endormir dans ses bras. Il le regarda longtemps dans son sommeil et finit par s'assoupir à son tour. Ils se réveillèrent un peu avant 15 heures. « Si nous allions manger quelque chose, dit François. Moi, j'ai faim, je n'ai rien avalé depuis... Je ne sais plus d'ailleurs. Depuis que ta mère m'a obligée à manger un sandwich quand je le lui ai amené Lisa. Alors, allons manger. J'espère qu'ils auront encore quelque chose pour nous. Je t'ai amené des vêtements. J'espère que ce que j'ai amené te conviendra. Ne t'inquiète pas pour ça, François. Tout ce qui compte, c'est que tu sois là. » Elle alla fouiller dans la valise et releva la tête pour le regarder. « François, tu as amené ma robe de mariée ? Tu m'as dit que tu l'emmenais partout, alors... D'ailleurs, ça me donne une idée. Si nous nous marions de nouveau, enfin plutôt renouveler nos vœux, rien que nous deux. On devrait trouver une petite chapelle sur cette île, qu'en penses-tu ? Je pense que tu es un homme exceptionnel, François. Je ne te mérite même pas, et toi, tu... » Les larmes se remirent à couler. Il prit son visage entre ses mains, chercha ses lèvres pour un tendre baiser. Puis il planta ses yeux si bleus dans les yeux verts d'Éléonore. « Tu me mérites bien plus que je ne te mérite. Moi, j'ai couché avec Julia quand nous nous sommes disputés à propos d'elle, parce que j'étais en colère, quand je t'avais vu dans les bras de Max. Le seul qui a trompé l'autre, c'est moi, même si nous ne vivions pas encore ensemble. Je t'aimais, et pourtant, j'ai couché avec une autre pour me venger d'une trahison imaginaire. Je sais tout ça, François, mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir honte. Il va falloir du temps pour que je me réconcilie avec moi-même. » Elle alla se doucher et puis s'habilla pour descendre avec François et trouver de quoi se restaurer. Ils n'eurent aucune difficulté à trouver, car ils découvrirent qu'en Grèce, les horaires des repas étaient beaucoup plus tardifs qu'en France. Le restaurant servait le déjeuner à partir de 13h30 jusqu'à 16h, et le dîner entre 21h30 et 23h. Après ce repas tardif, François appela son chef de service pour le tenir au courant des événements. Celui-ci fut ravi d'apprendre qu'Éléonore avait été retrouvée et accorda quelques jours de repos à François. Il s'organiserait avec ses collègues et amis. Dans la foulée, le jeune praticien appela Max et Sophie, qui seraient certainement ceux qui allaient le remplacer. Ils appelèrent ensuite Laurence et Jacques, soulagés d'entendre leur fille. Enfin, François appela un taxi pour se rendre avec Éléonore dans la ville de Skópelos pour louer une voiture. La petite ville les charma avec ses pittoresques maisons blanchies à la chaux,
ses balcons aux couleurs vives et ses ravissants jardins fleuris. Ils y flânèrent enlacés une partie de l'après-midi avant de retourner à l'hôtel. À la réception, ils croisèrent le touriste français qui avait appelé François la veille. Il resta ébahi en voyant Éléonore habillée autrement qu'avec le short et le t-shirt informe qu'elle avait la veille. Elle était plus que jolie, et le couple était si bien assorti. Instinctivement, le jeune médecin avait emmené parmi les vêtements de sa femme ceux qui symbolisaient à ses yeux leur amour, des vêtements liés à des souvenirs précis, comme ceux qu'elle portait lors de leur première rencontre, de leur fiançailles, à Ducey, à Ischia, à Venise ou à Lecce. Et justement, elle portait la robe portefeuille blanche imprimée de fleurs bleues de leur premier jour à Venise. François se présenta et le remercia chaleureusement. Dominique Gallien avait sensiblement le même âge que lui et était caméraman pour France Télévisions, passionné par la Grèce et Scopélos en particulier. Très intéressé par ce métier hors du commun, le couple lui posa des tas de questions. Il avait fait une formation d'audiovisuel à Lille, mais était originaire de Dieppe. Il travaillait d'ailleurs pour France 3 Normandie. Ils trouvèrent amusant de se trouver entre Normands dans une petite île méconnue des Sporades. « Mais dites-moi, monsieur Vasse, comment avez-vous fait pour arriver si vite? Je vous ai aperçu avec Éléonore à midi, mais je n'ai pas voulu vous déranger pendant vos retrouvailles. Trouver un vol hier soir, c'était quasiment mission impossible. Entre le vol de 21h20 et celui de 22h pour Skiathos, et encore 2 fois par semaine, je n'en vois pas d'autre. Quant au vol vers Athènes, c'est compliqué. » « Je ne vous le fais pas dire, impossible de trouver un vol hier soir. J'ai donc fait appel à une compagnie de jet privé. J'ai pu partir de Beauce à 23h30 hier, et j'étais à Skiathos vers 3h du matin, largement avant le ferry de 10h30. Ça m'a coûté un bras, mais je ne pouvais pas attendre pour serrer Éléonore dans mes bras. Désolé, mon amour, mais j'ai tapé dans nos économies, ajouta-t-il en regardant sa femme. François, tu es complètement fou. Fou d'amour pour toi, ça c'est sûr, répondit-il avec un baiser. Le couple et le jeune caméraman se donnaient rendez-vous pour dîner vers 22h. Éléonore emmena François sur la plage où elle avait pris pied avant de rejoindre l'hôtel où elle avait trouvé refuge. Le ballerina était encore dans la baie. Gianmarco avait été arrêté la veille au soir. Quand François vit à quelle distance était le voilier, il eut peur rétrospectivement. « Tu as nagé jusqu'ici? Mon amour, tu aurais pu te noyer dans l'état de stress où tu étais. » « Je n'ai pas réfléchi. Mon seul but était de te rejoindre. Et plutôt mourir que continuer à subir ce contact qui me révulsait. C'était ma seule et unique chance de lui échapper. » Ils restèrent assis sur cette plage aux eaux turquoises jusqu'au coucher du soleil. Elle représentait le retour à la liberté pour Éléonore, le premier pas vers les retrouvailles avec l'amour de sa vie. Ils revinrent enlacés à l'hôtel pour aller dîner avec Dominique Gallien. Ils reprirent leur discussion arrêtée quelques heures plus tôt. Ils s'accordèrent pour se tutoyer et parlèrent beaucoup de l'affaire d'enlèvement. « Tout ce dont je me souviens, dit Éléonore, c'est d'avoir déposé mon sac dans la voiture avant d'être agressée, puis de m'être réveillée ligotée, bâillonnée dans le coffre d'une voiture qui roulait. À un moment, il m'a fait une injection, après c'est de nouveau le trou noir. Puis je me suis réveillée dans une malle. Ce n'est qu'à ce moment que j'ai découvert qui était mon ravisseur. Jusque-là, il avait toujours porté une cagoule. Je ne savais même pas où je me trouvais exactement. Quelles avaient été les 3 escales avant d'arriver dans cette baie de Scopélos? Tout ce que je me rappelle, c'est qu'avant d'arriver à la première escale, il s'était écoulé au moins 4 ou 5 jours, plus 1 ou 2 jours pour arriver à la seconde, et de nouveau au moins 4 jours pour la suivante, où j'ai entendu parler grec, et enfin 3 jours pour arriver en vue de cette plage, jusqu'à laquelle j'ai nagé. François put compléter avec les éléments que la police avait découverts. De Bois-Guillaume, Gianmarco, après t'avoir espionné pendant environ 2 jours, t'a amené dans une voiture de location jusqu'à Marseille, où le voilier était amarré dans le vieux port. Il t'avait sûrement drogué pour s'assurer de ton silence et t'a mis dans la malle pour te transférer de la voiture jusqu'à la cabine du bateau. Le voilier avait quitté le port de Marseille à 8h le lendemain de ton enlèvement. C'est vers cette heure-là que j'ai eu l'idée d'appeler Matteo pour qu'il se renseigne auprès de Paolo sur l'endroit où pouvait être son frère. À partir de là,
La police a rapidement fait le lien avec Gianmarco, mais la piste s'était arrêtée à Marseille. Si tu ne t'étais pas échappée, Éléonore, la police ne t'aurait peut-être pas retrouvée avant des mois, si ce n'est plus, à moins que Gianfranco n'ait fait une erreur, dit François à la voix tremblante. Tu n'avais pas le choix, il fallait agir. Tu as fait preuve de beaucoup de courage par amour pour moi et notre fille. Et la Grèce était sûrement le dernier pays européen sur sa route, dit Dominique. Partant de Marseille, il n'avait pas beaucoup de choix. C'était soit direction l'Atlantique via Gibraltar, soit la mer Noire, soit le canal de Suez, puis la mer Rouge et l'océan Indien. Je crois savoir par où il est passé. Il a dû éviter le circuit habituel passant par le détroit de Messine. Il devait se savoir recherché. D'après ce que tu dis, Éléonore, je pense que de Marseille, il s'est dirigé vers Tunis, puis Malte, et la Crète, et enfin Skopelos. Dieu sait où il voulait t'emmener. S'il est venu jusqu'au Sporade, c'est qu'il voulait a priori aller vers la mer Noire. En dehors des 2 pays de l'Union européenne riverains de la mer Noire, la Bulgarie et la Roumanie, aucun des autres pays n'a d'accord d'extradition avec la France, et notamment pas la Russie. Le trio préféra ensuite parler d'autre chose, notamment de leur métier et de leur passion, de leur voyage. Ce couple si amoureux émouvait beaucoup Dominique. Avec eux, il se sentait à l'aise, et il leur avoua avoir vécu une histoire de quelques années avec son compagnon, mais ils s'étaient séparés 2 ans auparavant. François et Éléonore se regardèrent en souriant. Pourquoi ce sourire tous les deux? Si tu veux savoir, Dominique, dans nos amis proches, nous comptons autant de gays que d'hétéros, dit Éléonore. Et en fait, 2 sont des amis à moi. Ah bon? Il y a d'abord Steph, mon ami d'enfance et mon partenaire de danse exclusif, avant que je ne danse avec François, et ensuite Thomas, un autre ami danseur qui vit à Munich, avec son compagnon Dieter. Ensuite, il y a nos amis hétéros, Sarah, ma meilleure amie, qui vit avec Max, le meilleur ami de François, et puis Sophie, la célibataire, amie et collègue de François. Je vois. Tous font partie de notre famille. Nous passons souvent des vacances ensemble, l'hiver chez les parents d'Éléonore, l'été à Ischia dans ma famille, dit François. Qui plus est, chez les Vasse, à part François, qui a épousé une Française, les 3 autres ont pioché dans l'Union européenne, une Écossaise, une Italienne et la dernière, une Allemande, qui est d'ailleurs la sœur de mon ami Thomas. Sacré méli-mélo, dit Dominique. Eh bien, moi, je suis fils unique d'une mère célibataire. Comme moi, dit Éléonore, enfin, fille unique, mais avec 2 parents. La discussion dura jusqu'à tard dans la soirée, non sans que Dominique leur eût conseillé les sites à voir. François était allongé sur le lit. Il regardait Éléonore se dévêtir. Elle avait beaucoup maigri durant ces 2 semaines. Mon pauvre amour, comment as-tu tenu pendant ces 2 semaines? Comment as-tu eu la force de nager jusqu'à cette plage avec la peur au ventre, pensait-il. Lorsqu'elle vint le rejoindre, elle se blottit contre lui. Il sentit son cœur s'accélérer à son contact. Il caressa sa peau si douce, mais se retint d'aller plus loin. Il voulait la rassurer. C'était déjà magnifique qu'elle ait désiré faire l'amour en début d'après-midi. Il attendrait qu'elle le souhaite, elle. Il irait à son rythme. Elle s'endormit la tête sur son torse. Il n'osa pas bouger de peur de la réveiller, puis s'endormit à son tour. Vers 3 heures du matin, il fut réveillé par des gémissements. Éléonore. Elle semblait se débattre. Elle pleurait dans son sommeil et criait. « Tu as peut-être possédé mon corps, mais tu ne me possèdes pas moi. À François, je donne tout. Toi, tu n'as eu qu'une enveloppe vide. » Elle sembla se calmer. Puis de nouveau, elle s'agita dans son sommeil et hurla. « François, ne m'abandonne pas, mon amour. Je t'aime tant. Pardonne-moi, ne me quitte pas. » Il avait le cœur serré. Il la prit dans ses bras et le mouvement qu'il fit la réveilla. Elle sanglotait sans pouvoir s'arrêter. Il la berça comme une enfant. « Je suis là, mon Éléonore. Je ne t'abandonnerai pas, tu es toute ma vie. » Mercredi 24 avril 2002. Dès l'arrestation de Gianmarco, la justice française avait demandé son extradition. Le procureur grec chargé des extraditions avait dans un premier temps décidé de la détention du marin dans la prison athénienne de Korydallos.
L'accusé devait être prochainement entendu par un conseil de magistrats qui émettrait un premier avis. Les conditions étaient réunies pour qu'une extradition soit possible si Gianmarco l'acceptait. Nul doute que son avocat lui conseillerait d'accepter une extradition vers la France. En effet, en France, il encourait 20 ans de réclusion criminelle avec la possibilité d'une période de sûreté pour un enlèvement avec séquestration et pour viol de 15 ans de réclusion, voire 20 si la circonstance aggravante que constituait l'usage de drogue était retenue. Mais quoi qu'il arrive, il n'effectuerait que la plus importante des peines, puisque la France ne pratiquait pas le cumul des peines. Par ailleurs, n'étaient jugés que les actes, pas les personnes. Le juge ne prenait donc pas en compte des raisons parfois humainement compréhensibles, et si la loi avait été enfreinte, il ne considérait que la peine planchée encourue et la présence ou non de circonstances aggravantes. En revanche, la Grèce appliquait le système d'addition des peines. Donc, à chaque infraction correspondait une peine et toutes se cumulaient, et elles étaient généralement incompressibles. Néanmoins, en Grèce, n'était considéré comme viol qu'un rapport sexuel sans consentement avec violence physique. Il y avait, selon la loi grecque, une présomption selon laquelle la victime était consentante si elle n'avait pas résisté. Pour la justice grecque, il se pouvait donc que seul l'enlèvement et la séquestration soient retenus et que le viol ne soit qualifié que d'agression sexuelle. Il semblait donc cohérent que l'avocat de Gianmarco lui conseillerait d'accepter l'extradition au vu du cumul des peines et de l'incompressibilité des peines appliquées par la justice hellène. Quoi qu'il en soit, ce serait le ministre de la justice grecque qui prendrait la décision finale d'extrader ou non. Depuis le début de la semaine, François avait emmené Éléonore visiter l'île à la recherche d'une chapelle. Il s'était baigné dans les eaux limpides des plages de Staphylos et de Castani, proches de Chora. Ils avaient eu un faible pour la seconde, une plage petite mais spectaculaire à laquelle ils avaient accédé par un chemin de terre. Ils s'étaient ensuite dirigés vers le nord de l'île, à Glossa et sa vieille ville, avec ses magnifiques balcons en bois et ses volets peints, où ils eurent l'impression de remonter le temps. Ce jour-là, ils avaient suivi la route tortueuse qui menait à la petite plage d'Agios Ioannis, une plage sauvage et rocheuse. C'est là que François vit ce qu'il cherchait pour lui et Éléonore, une église construite sur un rocher à laquelle ils avaient accédé par plus d'une centaine de marches. La vue sur la plage en contrebas et l'île d'Alonissos était imprenable, et la plage, à cette saison, était vraiment un endroit rêvé pour se détendre. Ils avaient aussi eu la chance de rencontrer le prêtre orthodoxe qui œuvrait dans cette église. Il lui avait expliqué leur projet et pourquoi ils voulaient renouveler leurs vœux ici. Contre toute attente, le prêtre, touché par leur histoire, avait accepté de bénir ce renouvellement de vœux. Il leur avait donné rendez-vous ce mercredi à 17 heures. Ils étaient revenus ravis à l'hôtel et en avaient parlé à Dominique au dîner. Celui-ci leur avait proposé de filmer leur cérémonie pour qu'ils aient un souvenir, sous réserve que le prêtre accepte, et il lui avait donné leur accord. Éléonore avait remis sa robe de mariée et ramassé ses cheveux dans un chignon bas retenu par le peigne d'Ussé. Elle portait aussi les boucles d'oreilles en émeraude et diamants d'Ussé, la bague d'émeraude Vasse et le pendentif d'émeraude offert par François le jour de leur mariage religieux à Ischia. François n'avait rien oublié, y compris le voile et sa trousse à maquillage. Il avait aussi pensé à acheter un bouquet pour la femme qu'il aimait. Le personnel et les clients les regardèrent bouche bée. Même Dominique n'en crut pas ses yeux. Éléonore était sublime et François était également très séduisant. L'église était à 3/4 d'heure de l'hôtel et il fallait ajouter le temps de monter les 200 marches pour y accéder. Le prêtre arriva en même temps qu'eux. Il accepta que Dominique les filme. Il entra donc dans l'église en même temps que le prêtre pour filmer l'entrée du couple. Il avait déjà commencé à les filmer dès la montée des marches. Les deux amoureux renouvelèrent leurs vœux chacun leur tour. François commença. « Mon amour, ma vie, je t'adore de toute mon âme. Chaque jour, je suis si fière que tu sois ma femme. Tu as donné un sens à ma vie. Quand nous sommes ensemble, mon cœur est incontrôlable. J'ai l'impression qu'il pourrait exploser tellement je t'aime. Tu es si belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Je ne pourrais pas vivre sans toi. Je promets d'être toujours là pour toi et notre fille et de ne jamais te laisser tomber. Nous avons déjà surmonté des épreuves ensemble.
notre séparation pendant ma mission au Kosovo, la perte de notre petite Carla, et je serai à tes côtés, ton plus fidèle soutien pour surmonter le traumatisme immense que tu viens de subir. Nous y arriverons ensemble, mon amour. Je veux te faire un autre bébé. Je veux continuer à danser avec toi, à rire avec toi. Je veux vieillir à tes côtés et te rendre heureuse jusqu'à mon dernier souffle. Je t'ai aimé au premier regard depuis ce jour de mars où je t'ai rencontré, et je continuerai à le faire pour toujours et chaque jour un peu plus. Je t'aime. Éléonore prit le relais. François, mon amour, c'est un véritable bonheur de partager ma vie avec toi. Toi aussi tu as donné un sens à ma vie. Tu es ce que j'ai de plus précieux avec Lisa. Je suis tombée éperdument amoureuse de toi au premier regard, et nous avons décidé de construire notre vie ensemble très rapidement. Nous sommes devenus parents après avoir perdu notre premier bébé, sans cesser d'être un couple uni, amoureux et complice. Tu as fait de moi une femme comblée depuis 3 ans, et toujours plus amoureuse de toi. Je veux être à la hauteur de tout cet amour que tu m'offres depuis que nous sommes ensemble, et j'espère t'avoir rendu heureux pendant ces 3 années. Mais ces 2 dernières semaines, j'ai vécu un enfer loin de toi. Mon seul objectif, ce qui m'a permis de tenir et d'échapper à cet enfer, c'était de te retrouver toi, mon seul amour. Je vais avoir besoin de tout ton amour pour guérir après toute cette violence. Le seul fait d'être à nouveau près de toi apaise ma souffrance. Je t'aime, mon amour, du plus profond de mon cœur, et je t'aimerai toujours. Le prêtre poursuivit ensuite avec la bénédiction des alliances. Éléonore, surprise, regarda son mari, qui avait acheté 2 nouveaux anneaux. «Ο Κύριε, αγίασε την αγάπη αυτών των συζύγων. Ήθε το δαχτυλίδι που φορούν ως σύμβολο πιστότητας να τους καλεί συνεχώς σε αμοιβαία αγάπη. Από τον Χριστό τον Κύριό μας. Αμήν». François reprononça les paroles qu'il avait prononcées à l'église d'Ischia. Eleonor, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Mais il glissa ce nouvel anneau à la main droite selon le rite orthodoxe, et Éléonore suivit son exemple. François, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ils étaient tous les deux très émus et se regardaient éperdus d'amour. Ils s'embrassèrent longuement, puis remercièrent le prêtre. Dominique sortit avant eux pour continuer à filmer ses nouveaux amis à leur sortie et devant la vue superbe depuis le promontoire. Il se proposa de conduire la voiture afin qu'ils soient ensemble derrière. François serra Éléonore contre lui tout le long de la route. À l'hôtel, une surprise les attendait. Le chef avait modifié le menu et organisé un cocktail en leur honneur. François demanda au réceptionniste, un des rares qui parlait anglais, comment l'équipe avait su. Il expliqua qu'il avait posé la question à Dominique quand ils avaient vu Éléonore en mariée. Il savait que c'était un renouvellement de vœux, mais l'équipe, émue par l'histoire d'Éléonore et par le couple depuis qu'ils étaient réunis, avait voulu apporter sa contribution par un cocktail et un buffet traditionnel, sans oublier la musique. Et en effet, ils furent accueillis par de la musique traditionnelle grecque. Ils furent encerclés par le personnel et des clients qui dansaient le sirtaki. La soirée fit alterner musique et mets grecs, ainsi que le fameux cassage d'assiettes. Étant donné qu'il y avait plus de touristes étrangers que de Grecs dans l'hôtel, les musiques grecques alternèrent avec les musiques internationales. Et là, ce sont les mariés qui créèrent la surprise. Tout le monde perçut leur habitude de danser ensemble et leur maîtrise des danses de salon. Comme il ne s'agissait pas d'un mariage, ils purent s'éclipser avant minuit. François retint son souffle quand Éléonore enleva sa robe de mariée. La vue de sa beauté avait déclenché son désir. Lorsqu'elle défit son chignon, ses longs cheveux cascadèrent dans son dos, comme le premier jour où il l'avait vue de dos dans le hall de l'Argilière. Comme ce jour-là, elle passa la main dans sa crinière pour replacer des mèches rebelles. Elle se rapprocha de lui. Leurs regards se retenaient, en disaient plus que des mots. François la prit dans ses bras. « Éléonore » s'écria-t-il en la serrant plus fort.
Comme je t'aime, Éléonore. Tu n'imagines pas à quel point je t'aime. » Elle l'enlaça à son tour, bouleversée par cette déclaration. Elle déposa des baisers dans son cou. La réaction de François fut immédiate. Il l'embrassa avec fougue, caressa ses mains, ses seins, ses hanches. Elle s'allongea sur le lit, le fit basculer sur elle et l'entoura de ses jambes, offrant ses cuisses ouvertes. Elle prit son membre viril entre ses mains, le caressa et souleva son bassin afin qu'il entre en elle, aussi affamé de lui qu'il l'était d'elle. François la pénétra, se retira, replongea en elle, se retira encore et, bientôt, Éléonore accompagna ses mouvements suivant son rythme. Les mouvements de son bassin renforçaient la passion de François. Leurs deux corps se mouvaient en harmonie, comme lorsqu'ils dansaient, et la jeune femme, emportée par ses sens, s'abandonna totalement au rythme qui s'accéléra. Des pointes de feu jaillissaient dans son ventre et irradiaient dans son corps à chaque balancement. François sentait monter en lui les vagues d'excitation qui finirent par l'emporter. Il s'abandonna avec bonheur à la jouissance, couvrant Éléonore de son corps alangui. Les paupières closes, la jeune femme était plongée dans une douce extase. « Mon amour, il y a 3 ans nous faisions l'amour pour la première fois, dit François. Et je n'oublierai jamais tout ce que j'ai découvert avec toi. Je te désirais depuis si longtemps. Tu m'as donné tant de plaisir, avec tant de tendresse et d'amour, et je te désire toujours autant. Je t'aime, et sans toi je préférerais mourir. Mais je suis là, et je t'aime comme un fou. » Il roula bientôt sur le côté et se moula contre sa femme, qui se colla à lui. C'est dans cette position qu'ils trouvèrent le sommeil. Cette nuit-là, Éléonore ne fit pas de cauchemar. Jeudi 25 avril 2002. Quand François se réveilla, Éléonore n'était plus dans le lit. Il se tourna et la vit en pleine méditation. Il sourit et la rejoignit. Mus par une habitude qu'ils avaient pris tous les deux, ils synchronisèrent leur respiration, assis en tailleur, dos à dos, puis ils synchronisèrent aussi leurs mouvements. Puis François vint s'asseoir face à la jeune femme, et leurs regards ne se lâchèrent plus pendant de longues minutes. Puis Éléonore laissa libre cours à l'émotion que le regard de François déclenchait toujours chez elle. Elle se rapprocha de lui pour l'embrasser à pleine bouche, puis elle envoya balader ses vêtements avant de se réinstaller sur lui, entourant sa taille de ses jambes. Elle l'embrassa, caressa ses épaules, son dos, ses hanches, puis une de ses mains s'empara de son sexe. Il gémit de plaisir sous les caresses. N'y tenant plus, il la souleva pour la pénétrer. Elle reprit alors l'initiative du rythme en observant l'effet de ses va-et-vient sur François, qui ne put résister longtemps à ses assauts. Il sentait une lave en fusion monter et atteignit en peu de temps le point de non-retour. Le volcan explosa, les emportant tous les deux, chacun criant le prénom de l'autre. Ils se regardèrent de nouveau, les yeux brillants d'avoir assouvi ce désir si intense qu'ils étaient encore essoufflés. Éléonore le retenait en elle, et elle sentait son vagin se contracter autour de son sexe. Il entr'ouvrit ses lèvres pour un très long baiser. Ils finirent par se séparer pour aller prendre leur douche ensemble et se caresser de nouveau, atteignant un nouvel orgasme. Quelle belle manière de commencer cette dernière matinée sur cette île paradisiaque, mon amour, dit François. La méditation me fait toujours cet effet-là quand tu es synchronisé avec moi. D'ailleurs, quand j'étais enfermée, attachée, la méditation me permettait de te visualiser, de t'entendre. Je sentais même ta peau. Si j'ai tenu le coup, c'est aussi grâce à ça. J'avais la sensation que tu étais là. J'ai fait la même chose, et j'avais ton foulard, toujours le même avec moi. Partout, au travail, pour dormir. J'en avais besoin comme support pour méditer. Il alla chercher le jean qu'il portait à son arrivée et sortit de la poche gauche le fameux foulard. Je suis comme Lisa, c'est mon doudou et il ne me quitte pas. Mon amour, tu es exceptionnellement beau, romantique, tendre. Tu es mon mari, mon amant, et je suis dingue de toi, lui murmura-t-elle en se blottissant contre lui. Ils s'habillèrent pour aller prendre leur petit déjeuner, puis prendre congé du personnel de l'hôtel qui avait été adorable. Ils dirent au revoir à Dominique
et lui laissèrent leur adresse, s'ils voulaient passer par Rouen. Il n'avait d'ailleurs pas le choix, puisqu'il devait leur amener le film de leur renouvellement de vœux après en avoir fait le montage. Ils restituèrent leur véhicule de location et se rendirent au port pour prendre le ferry pour Skiathos. En attendant l'arrivée du bateau à 13h30, ils dégustèrent la tarte au fromage de Skopelos. Sur le ferry, François sentit Éléonore mal à l'aise. Elle refusa d'être enfermée et resta à l'extérieur. Elle se figea, ayant soudain l'air d'un animal traqué. François resta avec elle, l'entourant de ses bras pour la rassurer, et au contact de son corps, elle reprit pied dans la réalité. Le jeune homme repensa à ce que lui avait dit Sarah. Bien qu'Éléonore ait l'air d'aller bien, elle faisait des cauchemars. Là, elle avait dû avoir un flashback. Elle allait avoir besoin d'aide. Le reste du voyage se passa sans encombre. Après un peu plus de 6 heures de vol, leur avion arriva à Roissy-Charles de Gaulle à 22h45. Laurence et Jacques les attendaient avec Lisa, endormie, mais elle était là. Laurence serra sa fille à l'étouffer. Elle et Jacques avaient eu si peur. Ils étaient rassurés de la voir, la toucher. Elle était en vie, semblait physiquement en forme bien qu'amaigrie. Éléonore prit sa fille dans ses bras et se blottit contre François, les larmes aux yeux. Mes deux amours, enfin, nous sommes réunis. La route du retour fut rapide, à cette heure tardive en semaine. Les parents d'Éléonore déposèrent la petite famille chez eux. Ils viendraient voir leur fille le lendemain. Cela rassurait François de savoir qu'ils allaient venir lui tenir compagnie, car il reprenait le travail dès le lendemain.